Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quels sites commerciaux pour répondre demain aux enjeux des enseignes? Ce sera le thème de cette conférence plénière du siècle 2020 version digitale. Une conférence durant laquelle des dirigeants d'organisations professionnelles d'enseignes, des dirigeants de foncières viendront partager leur vision prospective et reviendront sur l'impact de la crise sanitaire. Une conférence durant laquelle nous présenterons également les résultats d'une étude qualitative réalisée pour le siècle sur l'avenir des sites commerciaux. Juste un mot sur les règles du jeu. Pour des raisons pratiques et sanitaires, nous allons organiser cette conférence en 3 temps. D'abord, donc, la présentation de ce rapport, puis 2 débats consacrés à l'avenir des centres commerciaux avec chaque fois 3 invités. Bien entendu, durant toute la durée de ce live, vous pourrez nous adresser vos questions, vos réactions par l'intermédiaire des réseaux sociaux de Business Immo, notamment LinkedIn, notamment Twitter, mais vous les connaissez bien sûr. Et maintenant que les règles du jeu sont données, je vais me tourner vers notre premier invité, Christophe Metter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Partner France chez Kantar. Absolument. Et durant les 15 prochaines minutes que nous allons passer ensemble, vous allez nous présenter les grands enseignements de votre étude intitulée « Quels centres commerciaux pour répondre demain aux enjeux des enseignes ?» Ça tombe bien, c'est aussi le thème de cette conférence. La vie est bien faite. Allez, avant de rentrer dans le détail, expliquez-nous peut-être déjà le contexte dans lequel a été menée cette étude. Comment vous avez fonctionné, comment ont été obtenus les résultats. Eh bien, nous avons fait donc une étude qualitative, c'est-à-dire que nous avons interrogé essentiellement des patrons d'enseignes, donc des gens qui ont des magasins dans les centres commerciaux, et nous leur avons demandé quels étaient les constats qu'ils faisaient actuellement, nous leur avons demandé aussi les tendances qu'ils pouvaient voir, et surtout comment ils imaginaient les centres commerciaux de demain. Alors, ce qui était un petit peu particulier, c'est que nous avons commencé cette étude avant la crise du Covid. Il y a eu le confinement, et du coup, nous l'avons continué, et voire modifié après le confinement, parce qu'on en a profité pour leur demander, mais du coup, est-ce que la Covid-19 change quelque chose? Est-ce que vous nous aviez dit auparavant? Ou alors, voilà, quel est l'impact de l'amélioration continue, finalement. Vous avez appliqué la méthode. Voilà. Je crois que vous avez distingué un certain nombre de constats. On va peut-être pas parler de la crise sanitaire tout de suite, puisqu'on a compris que l'étude était à cheval. Commençons peut-être par les constats qu'on peut faire aujourd'hui sur les centres commerciaux en France, des constats qui ont peut-être même précédé cette crise. Alors, je vous écoute sur les constats. Oui, alors, premier constat que nous ont fait donc ces responsables d'enseigne, c'est que pour eux, il n'y a pas une opposition entre centre-ville et centre commercial. Au contraire, ils nous ont dit très clairement que l'un devait fonctionner avec l'autre. C'est-à-dire que lorsque le centre-ville était un centre-ville vivant et qui fonctionnait bien, ils se sont aperçus que les centres commerciaux aussi fonctionnaient bien. Donc, dans leur tête, ils ne font pas, je dirais, une opposition entre centre-ville et centre commercial, et ils imaginent bâtir des stratégies avec l'un et avec l'autre, des stratégies complémentaires. Ensuite, il y a un autre élément qui m'a paru intéressant, c'est qu'aujourd'hui, selon eux, il n'y a plus un centre-ville, mais des centres-villes. C'est-à-dire que le centre-ville historique, c'est vrai que dans pas mal de villes moyennes, quelquefois il ralentit, il y a des problématiques de stationnement. Oui, il y a eu des plans du gouvernement sur ce sujet, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le centre-ville historique. Et puis ils se sont aperçus qu'il y a d'autres centres qui naissent en périphérie des villes, qui naissent justement là où il y a l'animation commerciale. Et donc pour eux, il est important de regarder, je dirais, les centres-villes et pas le centre-ville uniquement, et essayer de bâtir une stratégie qui couvre à la fois, je dirais, l'ensemble de ces centres. Entendu. Ensuite, il y a un deuxième constat qu'ils nous ont fait, c'est sur la nature de ces centres commerciaux. Pour eux, il y a clairement des centres stars. D'accord. Et puis, il y a, je dirais, les autres et surtout aussi ceux qui sont un peu en queue de peloton. Je voulais commencer par les centres stars. Alors, ils nous ont évidemment parlé d'abord des superstars, ou on va dire les centres commerciaux régionaux, qui pour eux, je dirais, tout va bien, parce que ils reconnaissent que beaucoup d'investissements ont été faits dans leur rénovation, dans leur politique commerciale. On en a parlé ce matin dans les différentes émissions. Plein de choses ont été faites. Mais pour eux, c'est pas uniquement ces super, enfin, les stars, c'est pas uniquement ces centres régionaux. C'est aussi, ça peut être des centres locaux, à condition que ces centres locaux aient un positionnement marketing très précis. C'est-à-dire adapté à sa localité, avec une offre qui correspond au territoire, avec une offre qui correspond aussi à ce que propose le centre-ville. Donc, ils ne sont pas inquiets et, je dirais, sont très confiants pour tous ces centres locaux avec un positionnement clair.
Leur inquiétude vient plutôt pour ceux qui n'ont pas de positionnement clair, ceux qui souffrent des investissements, ceux qui souffrent, je dirais, quelquefois de la guerre économique qui peut exister. Qui sont anciens, peut-être aussi des centres. Qui peuvent être effectivement anciens, et qui n'ont pas eu forcément les investissements nécessaires. Et certains nous ont carrément dit que s'il n'y avait pas d'amélioration, vu les circonstances actuelles, ils ne pourraient pas forcément être présents dans l'ensemble. Oui, donc il y a une vraie inquiétude. Pour Certains de ces centres. Troisième constat. Troisième constat, qui était plus sur les relations avec les bailleurs, et puis relations autour d'un désir de mieux travailler ensemble. C'est d'actualité. C'est d'actualité, et là je vous parle de ce qui était dit déjà avant la crise du Covid. Alors, et leur remarque était surtout axée sur un désir de transparence. Alors vous savez que dans plein de domaines, pas uniquement dans les relations industrie-bailleurs, mais moi je l'ai vu dans plein d'études, les Français, les gens ont besoin de transparence aujourd'hui, on le voit encore dans l'actualité. La même manière, les enseignes veulent plus de transparence dans les relations avec les bailleurs, pour mieux comprendre, je dirais quelquefois le business model, qu'ils imaginent évidemment, mais mieux comprendre les coûts, mieux comprendre... je dirais, la situation. Est-ce que je peux le résumer un peu grossièrement en disant que concrètement, ils veulent savoir où va leur argent ? On peut dire que c'est un peu une manière directe de dire ce qu'ils m'ont dit, quelquefois de manière un peu directe. Très bien. Ces propos n'engagent que moi, bien sûr. Ouais. Donc, essayer, je dirais, d'enlever l'opacité qui leur semble exister. Alors, ils disent, s'ils arrivent à enlever cette opacité, il y a quand même une opportunité aussi de mieux travailler ensemble, de faire plus de choses, notamment dans le domaine marketing, dans le domaine commercial, parce que ils ont un petit peu l'impression, et on y reviendra un petit peu plus tard au cours de cette étude, que la manière de travailler n'a pas tellement évolué en fait au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on travaille toujours un petit peu ensemble, de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années, et il y a une opportunité aujourd'hui certainement d'aller plus loin, mais on ne pourra le faire que s'il y a de la transparence, une compréhension d'objectifs en commun, et puis des objectifs précis et ciblés. Alors c'est quoi ? C'est l'animation ? Quelles sont leurs attentes finalement à travers ce constat ? À travers ce constat, c'est surtout sur effectivement, ils sont intéressés évidemment par plus de business, comme tout le monde, donc faire que les centres commerciaux et que leur enseigne fonctionnent mieux, et du coup par un meilleur travail autour du marketing commun. D'accord. Et on verra notamment beaucoup d'attentes autour du partage des datas, du CRM, comme on dit, du marketing direct. Nouvelle or noire, la data. C'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. Voilà pour les constats. Voilà pour les constats, effectivement. Je crois que vous avez également décelé de grandes tendances, alors qui challengent un peu le modèle du centre commercial. Des tendances qui, là encore, existaient peut-être avant la crise que nous avons vécue, que nous vivons toujours. Allez, même exercice, expliquez-nous un petit peu les tendances que vous avez identifiées. Alors, les tendances qui nous y sont remontées. La première, c'est que les enseignes, aujourd'hui, sont dans un monde omnicanal. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'omnicanalité ? Ça veut dire que lorsqu'on est une enseigne, on veut être online, on veut être offline, on veut être dans des grands centres, des petits centres, on veut être à proximité, on veut être à distance, parce qu'aujourd'hui, le shopper, comme on dit moderne, va passer de l'un à l'autre, lors de son périple, je dirais, commercial. Donc l'omnicanalité, si j'arrive à le dire... C'est un terme difficile, effectivement. Assez difficile à dire. Vous avez vu que je ne suis pas risqué. Est devenu une obligation, si vous voulez, pour eux. C'est pas un choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune enseigne qui me dit je vais focuser sur un seul sur mes magasins. Ouais. Non. Aujourd'hui, il faut forcément être online, offline, et de manière plus importante, il faut que ça marche ensemble. Il faut que ma politique commerciale, si vous voulez, soit imbriquée l'un dans l'autre, autour de mes formats, de mon offre, et ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument nouveau. Et il y a aussi, si vous voulez, un désir d'aller plus loin, c'est-à-dire un désir de se dire, vu que on est omnicanal, vu que les e-commerce existent, il va falloir qu'on aille plus loin avec les centres commerciaux. Alors, ils reconnaissent que les centres commerciaux, on ne les a pas attendus pour parler du e-commerce. Et aujourd'hui, dans beaucoup de centres, on propose des services déjà. Et ça, ils l'apprécient. Donc ça pourrait être la rencontre des deux mondes, un peu. Exactement. Mais surtout, il y a cette idée qu'il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu
le b.a.-ba de ce que chacun pouvait faire. Les enseignes ont commencé à proposer du e-commerce, un peu timidement au début. On verra un peu plus tard que ça s'est accéléré. Et les centres commerciaux ont proposé, par exemple, des zones de pick-up, des services, des click and collect pour le centre, etc. Un petit peu de marketing online pour le centre. Mais ils ont besoin. Aujourd'hui, ils disent, dans l'avenir du centre commercial, il va falloir que cette idée de e-commerce en commun, on invente quelque chose. D'accord. Alors quoi, c'est pas encore très clair, mais il va falloir inventer quelque chose. Il y a un autre constat qui me paraît intéressant, c'est que beaucoup de centres commerciaux, historiquement, et notamment les centres commerciaux un peu plus petits, font partie d'un hypermarché. Qui est un peu le moteur de l'ensemble. Ouais. Et un des constats que les enseignes nous ont fait, c'est qu'aujourd'hui, les hypermarchés souffrent. Ouais. Ça, c'est pas... C'est un constat partagé. On l'a vu encore dans ces dernières semaines. Voilà, c'est pas une surprise. Les Français fréquentent moins les hypermarchés. Ils ont moins envie de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses le samedi matin. Et puis, les hypermarchés sont eux-mêmes concurrencés fortement par le e-commerce et par tous les spécialistes. Par le discount aussi. Par le discount, donc beaucoup de concurrence. Donc la question qu'ils se posent, ils se disent, tiens, cet hyper qui était un peu la raison d'aller dans le centre commercial pour certains centres commerciaux, s'il souffre, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de ne pas souffrir avec cet hypermarché ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils y voient des opportunités. Certains nous disent, au moins ça va clarifier le jeu, parce que l'hyper, quelquefois, il était en concurrence directe avec nous. Oui, sur certains produits. Voilà, je vends des chaussures, ils vendent des chaussures, on est en concurrence directe. Au moins là, on ne sera plus en concurrence. Certains ils disent aussi, c'est peut-être aussi le moyen de rajouter du plaisir. Parce que même s'il perd de la part de marché, l'hypermarché ne va pas disparaître. Bien sûr, du jour au lendemain. Voilà. Et puis aussi, reste quand même un repère. Un repère, et là où les gens font leurs courses. Mais les gens n'assimilent plus hyper et plaisir, et donc le plaisir de faire ses courses, le plaisir d'acheter, peut basculer dans la partie centre commercial, et donc il y a certainement du travail à faire dans ce domaine-là. Entendu. Ça, c'est pour les hyper. Et dernière tendance, je crois. Dernière tendance, m'ont parlé plusieurs, et beaucoup m'ont parlé des retail parks. Alors, les retail parks, ça est apparu un petit peu comme quelque chose d'un petit peu de fraîcheur, si vous voulez, dans le monde des centres commerciaux. Surtout, pour eux, ça leur est apparu comme un espace de liberté. Ils ont tous dit, les retail parks, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins de contraintes. Alors, forcément, il y a moins de contraintes, parce qu'au niveau de la logistique, par exemple, c'est plus facile d'avoir accès au magasin, il y a moins de contraintes, plein de choses. Donc, et puis du coup, les coûts sont un peu moins élevés, donc on redonne plus de liberté. Donc, ils ont perçu ça comme un espace de liberté et quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Alors, une des questions quand même qu'ils se posent sur ces retail parks, ils disent oui, ça fonctionne aujourd'hui, mais est-ce que c'est un modèle durable pour demain ? Parce que on sait que les gens ont envie de proximité. On sait que la voiture, pour aller dans ces retail parks qui sont un petit peu loin de la ville, ça a été pas si... Voilà. remis en question il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc on n'est pas sûr que ça fonctionne éternellement, et on n'est pas sûr que ce modèle douanier des villes, un petit peu artificiel, soit nécessairement le modèle gagnant pour demain. Très bien, donc une vraie tendance, mais avec quelques interrogations. On dit souvent que les crises ne provoquent pas les tendances, mais les accélèrent. On l'a encore entendu ce matin dans certaines des émissions. Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que ce rapport aussi a été l'occasion de partager ce constat ? Absolument. Et on verra dès qu'on leur a posé la question sur la Covid, parce qu'il y a un autre aspect que j'avais évoqué aussi avec eux, qui était de dire comment ils imaginaient justement le centre commercial de demain. Qu'est-ce qu'ils imaginaient de nouveau ? Et pourquoi j'ai parlé de l'hyper ? Parce qu'il y a un parallèle qui a été fait par plusieurs d'entre eux. Ils m'ont dit, en fait, l'hyper est devenu célèbre parce que c'était tout sur un même toit. Aujourd'hui, ça intéresse plus les gens d'avoir tout sur un même toit, parce que vous allez sur Amazon et vous avez tout sur Amazon. Ce qui intéresse plus les gens aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les expériences sous un même toit. Et pour eux, pour beaucoup, le futur du centre commercial, ça va être d'être capable d'apporter aux consommateurs, aux shoppers, si vous voulez, à la fois les produits physiques, mais surtout la possibilité de les toucher, de les essayer, de les voir, mais aussi la possibilité de se divertir. Quitte à les acheter en ligne plus tard. Quitte à les acheter en ligne plus tard, parce que justement par rapport à ce parcours, vous allez mixer les deux. Et surtout, il va falloir que on a besoin quand même, on le voit bien avec cette crise, à un certain moment de reconnecter avec les gens. On a besoin de toucher les choses. Bien sûr. Et on en aura encore plus besoin dans les. Absolument. Donc ils se disent, il faut que ça soit un endroit où on a quand même beaucoup d'expérience sous le même toit, et un endroit où tout est possible.
dans le sens où on peut avoir un lieu de vie, un lieu de plaisir. Certains me disaient, on parle beaucoup maintenant aussi de coworking, etc. Donc plus d'espaces, de ce type d'espace dans les centres commerciaux. Il y a un boom sur le secteur de la santé, des parapharmacies, mais aussi des professionnels médicaux. Des ophtalmos, Voilà. Pourquoi pas plus de professionnels du monde médical dans les centres commerciaux pour que le centre commercial soit vraiment un lieu où, certes, je fais mes courses, mais surtout où je vis. Un peu à l'image du nouveau centre-ville ou des duplications de centre-ville dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. Alors, vous avez fait cette étude. Il y a eu la crise sanitaire, donc vous avez repris votre téléphone, vous avez rappelé ces dirigeants d'enseigne, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur leur regard au sujet de la crise? Alors, je les ai appelés juste après le premier confinement, pour être clair, parce que comme nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la crise de la Covid-19, je les ai eus après le premier confinement, et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? D'abord, ils ont apprécié la manière, quand même, dont les centres commerciaux avaient géré la réouverture, avaient géré toutes les normes sanitaires, les gestes barrières. Ils ont tiré un coup de chapeau, et je crois qu'il faut le signaler, aux bailleurs sur la manière dont ça avait été géré. Après, comme on a déjà un petit peu rapidement parlé, pour eux, ça a été un accélérateur de tendance. C'est-à-dire, la Covid-19 accélère les tendances. Et la principale tendance que la Covid-19 accélère, c'est celle du e-commerce et de l'omnicanalité. Pour eux, c'est vraiment les grands vainqueurs de la crise. Alors, les grands vainqueurs, parce que d'abord, sur le e-commerce, ils m'ont dit, on était obligé de s'y mettre. C'est-à-dire, avant, c'était peut-être la priorité 2 du groupe. Oui. Maintenant, c'est la priorité 1. Plus de choix. Plus de choix. Donc, ils sont tous mis. Et ce sera un acquis, ce qui a été fait pour la crise. Absolument. Et ils vont plus faire marche arrière. Bien sûr. Donc, le e-commerce, c'est quelque chose où il va falloir faire avec. Et puis, il y a aussi cette idée de redonner du plaisir. Donc, comment redonner du plaisir? Comment mêler les deux? Et aussi, comment utiliser le centre commercial plus dans le e-commerce? Beaucoup ont parlé du fameux dernier kilomètre. Oui. Et peut-être une solution aussi des plus petits centres commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent, tiens, peut-être que là, avec un peu plus d'espace, je vais pouvoir devenir une sorte de plateforme pour aller délivrer de hub, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas repenser des choses comme ça? C'est-à-dire que ça leur a fait poser des questions auxquelles ils n'avaient pas pensé, si vous voulez, auparavant. Un deuxième point qu'ils m'ont évoqué, c'est ce besoin de transparence avec les bailleurs. Alors, comme vous le savez... On va en reparler, je pense, dans cette émission. Mon intuition me dit qu'on va en reparler. Comme vous le savez certainement, la crise a, je dirais, poussé à poser des problèmes réels, des discussions entre bailleurs et enseignes. Donc, tous les gens que j'ai interrogés n'ont pas négligé l'importance des tensions. Et pour eux, une des solutions, c'est justement plus de transparence. C'est transparence. Et enfin, dernière tendance ? Et opportunité aussi pour accélérer, si vous voulez, sur le CRM, les data, le partage de data, je l'ai déjà dit, mais pour eux, c'est absolument important. Dernière tendance, cette idée que peut-être la crise va redonner une chance aux centres commerciaux de proximité, aux plus petits centres et aux centres de centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disaient avant, oui, peut-être un petit peu compliqué certains centres, mais aujourd'hui, avec ce désir de proximité, ce désir de lien avec le e-commerce, peut-être une idée de relancer ces centres d'une nouvelle manière, à condition bien sûr de pouvoir partager les datas, de pouvoir mieux travailler ensemble. D'ailleurs, votre rapport se termine, je vois qu'elle s'affiche à l'écran, par une citation assez optimiste, puisque vous me dites, malgré les challenges, le sentiment est plutôt positif sur l'avenir des centres commerciaux, mais il faudra travailler bailleurs et enseignes main dans la main pour réinventer le centre commercial de demain. Oui, c'est un message d'espoir. Oui, c'est l'impression que j'ai eue, si vous voulez, parce que j'ai parlé à des gens qui étaient positifs, c'est-à-dire personne ne m'a dit c'est foutu. Au contraire, ils m'ont tous dit on a une opportunité pour réinventer les choses et travailler d'une manière différente. Et ce qui est sûr, c'est que cette notion de plaisir, de nouveau chemin commercial, il va falloir l'inventer ensemble aujourd'hui. Parfait. Alors, j'ai reçu des petites questions pendant nos échanges. Je vais en prendre quelques-unes. Alors, la première question de Sacha. Quel est, pour vous, l'enseignement numéro 1 de cette étude? Si vous deviez retenir une info, quelle serait-elle? Une info, désir de mieux travailler autour des data en commun avec les bailleurs, désir de réinventer la manière de faire des promotions peut-être pour les centres commerciaux
autour du e-commerce et D'accord, on en reparlera avec nos invités. De tout à l'heure, deuxième question de Brigitte. Le modèle de l'hypermarché est-il mort? C'est radical, une question. Alors, le modèle, à mon avis, le modèle de tous sous un même toit, oui, il est mort parce qu'aujourd'hui, vous n'allez plus acheter un vélo dans un hyper parce que vous allez plutôt chez Decathlon. Maintenant, est-ce que, comme certains le testent, on ne peut pas mettre des espaces plus spécialisés au sein des hyper? Et est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer les grands magasins avec des corners, etc. Peut-être, mais certainement il devra se réinventer pour exister. Le modèle ancien est mort. On en reparlera peut-être aussi avec l'an prochain, qu'on espère évidemment physique. Merci beaucoup Christophe Meuter d'être venu sur ce plateau. Bravo pour votre travail. Merci. Je vous laisse regagner les coulisses et vous y croiserez nos 3 prochains invités, donc Sébastien Vanhoove, Alexandra Boutelier et Antoine Frey. On se donne 2-3 petites minutes, peut-être même 5, pour réorganiser le plateau et puis on se retrouve avec nos prochains invités. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. De retour en plateau avec nos 3 prochains invités pour cette première partie de débat. Avec à mes côtés Sébastien Vanhoove, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes directeur général délégué de Carmila. Bienvenue sur ce plateau. À votre gauche, Alexandra Boutelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé. Et enfin, en face de vous, Antoine Frey, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes président, directeur général du groupe Frey. Alors, bienvenue sur ce plateau. Je crois que vous avez eu l'occasion d'écouter Christophe Meuter juste avant nous. Avant de parler peut-être des conséquences de la crise ensemble, parmi les grandes tendances du rapport Kanter, l'omnicanalité, la remise en question des hyper, le succès des retail parks, est-ce qu'il y a une tendance ou un constat qui vous semble particulièrement important si vous deviez en retenir qu'une seule? Quelle serait cette tendance? Et on commence par Sébastien. Alors, une tendance, moi je ne pourrais pas m'empêcher d'en citer peut-être une deuxième, et la première, c'est cette notion de proximité. Très clairement, on le voit depuis la fin du premier confinement, et ça se confirme encore maintenant, il y a un retour assez fort dans les centres commerciaux de proximité, c'est ce qui est le cas des centres de Carmila. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'apporterai quand même un tempérament sur ce qui a été dit sur l'hypermarché. D'accord. Vous savez que les centres Carmila sont adossés systématiquement à des hypermarchés Carrefour, donc on a une bonne vision de cet aspect-là. Je pense que l'aspect crise sanitaire et crise économique a eu très clairement un impact positif, si on peut le dire comme ça, sur l'hypermarché. Aujourd'hui, l'hypermarché, c'est quand même le modèle qui permet de répondre à la problématique du pouvoir d'achat. C'est quand même une offre importante sous le même toit, même si ça a été dit, ce qui est quand même très pratique. Il y a quand même une recherche de proximité aujourd'hui. Et puis sur l'aspect sanitaire, c'est des ensembles qui sont assez grands, donc qui permettent de respecter spontanément les règles sanitaires. Entendu. Même question pour vous, Alexandra. Alors, une tendance ou deux, puisqu'on a ouvert la porte à deux tendances. Alors, la première que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre centre-ville et périphérie. Effectivement, c'est quelque chose que nos enseignes confirment. Et évidemment, la deuxième, c'est la montée en puissance de l'omnicanalité et l'impérieuse nécessité de développer le click and collect et de pouvoir l'adapter. Pour l'instant, je dirais pas qu'on bricole, mais on a démarré un peu rapidement. Balbutiant. Voilà. Maintenant, il faut le professionnaliser, l'organiser, tout en évitant de tomber dans le gigantisme. Très bien. Antoine Frey, j'ai comme une petite intuition de la tendance que vous avez notée dans le rapport. Oui, ce sera peut-être les retail parks, non? Non, je ne veux pas parler des retail parks. Non, moi, ce que je reçois, c'est la tendance de fond, c'est qu'en fait, cette crise a montré à tout le monde à quel point on avait tous un impérieux besoin de commerce physique. On s'en rend tous compte, et ça, c'est vraiment très positif. Très bien. Vu que vous avez la parole, je vais vous la laisser. Plus largement, quels sont peut-être rapidement selon vous les grands enseignements de la crise? Est-ce que les nouveaux modes de communication qui sont développés ces dernières semaines, elles sont toujours d'actualité et le seront encore dans quelques mois selon vous? Cette crise, elle a fait qu'accélérer tout un tas de tendances qui étaient préexistantes. On le voit. On voit s'accélérer en fait la transformation d'un magasin qui autrefois n'était qu'un endroit où se rencontrait une offre et une demande. Et ce magasin est en train de se transformer en un 3 en 1, un magasin pour encore une très grande partie de sa fonctionnalité, heureusement, mais aussi un showroom qui doit être très expérientiel parce qu'on sait que la vente online, pure online, est très sèche dans le rapport entre la marque et son client. Et puis enfin, un point logistique du dernier kilomètre.
Donc, il va falloir accompagner cette tendance entre bailleurs et commerçants parce que ça modifie les équations économiques. Le commerçant a besoin de libérer sur son compte de résultat une capacité de financer sa visibilité online. Donc, il faut que le bailleur le comprenne. Et puis, il va falloir se répartir justement la valeur parce que le bailleur n'était là avant pour monétiser un flux de visiteurs physiques, mais demain, il va falloir trouver une façon de se répartir cette valeur avec des achats qui sont générés en dehors du centre et puis transformés dans le centre et vice-versa. En préparant cette émission, vous m'avez donné cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Avant, on transformait en argent un flux de visiteurs. Demain, ce sera peut-être un peu différent, c'est ça l'idée ? Oui, avant on ne faisait que monétiser, transformer ce flux. Donc le bailleur doit rester dans sa fonction première de générer le plus de flux possible parce que plus on en génère, plus on permet aux commerçants de le transformer. Mais le commerçant joue aussi un rôle important parce que c'est sa visibilité online qui permet aussi au centre d'être performant et de pouvoir apporter une valeur intrinsèque à l'immeuble qui dépasse la simple fonction de commerce in situ. Ok, il y a vraiment besoin de travailler ensemble, c'est vraiment plus que jamais. Plus que jamais, cette crise nous l'a montré. On n'y arrivera pas. La bonne nouvelle, c'est que le commerce physique ne mourra pas. On en est tous certains aujourd'hui. Mais on n'y arrivera que si on travaille étroitement ensemble. On en parlait tout à l'heure, vous disiez plus d'opposition centre-ville, périphérie. L'opposition aujourd'hui, c'est commerce physique versus commerce purement online. Et le lien social, il ne se crée que dans du commerce physique. On ne créera jamais de lien social dans une plateforme logistique. Entendu. Même question peut-être sur les enseignements de la crise pour Alexandra ou pour Sébastien. Je ne sais pas qui souhaite se lancer. Non, je pense que je partage totalement ce qu'a dit Antoine. C'est certain que voilà, le client, il avait déjà commencé à changer. Le client, il n'y a plus un client. Les clients sont tous différents. Ils sont très informés. Ils préparent leur visite. Ils le regardent. C'est sûr qu'ils préparent, mais ils viennent dans le centre et ils continueront de venir dans le centre. Donc, à nous de nous adapter à ça. À nous de leur permettre de travailler cette omnicanalité, à nous effectivement de leur apporter de la base de données, à nous de les aider dans leur démarche marketing. On l'a vu, on a été un certain nombre d'entre nous à les aider sur toute cette démarche de click and collect, soit en leur donnant des espaces, soit en leur donnant des outils digitaux. Ça, c'est sûr que voilà, on va être un partenaire différent. On mettait à disposition un lieu, maintenant on va être un partenaire sur toute la longueur, ce qui sera différent du métier d'il y a quelques années. Très bien. Alexandra, peut-être sur ces enseignements de la crise. Oui, je reviendrai peut-être sur quelques chiffres. En fait, il faut quand même pas perdre de vue que jusque à peu près dans les années 2008, la croissance de la consommation était aux alentours de 2005. Depuis 2008, elle a chuté et elle est plutôt à 0,5%. Sur la même période, l'offre commerciale, elle a continué à progresser entre 1,5 et 2%. Donc très clairement... Oui. Sans parler effectivement de la vente sur Internet qui il faut se partager le gâteau. A augmenté de façon vertigineuse. Donc sans se partager le gâteau, je pense qu'il faut repenser. Et il y a un critère, à mon avis, qui doit être prédominant, qui est le qualitatif. Peut-être que j'opposerais au gigantisme, c'est-à-dire que le centre commercial, en fait, il est là, pour réunir des enseignes qui peuvent être dans un centre commercial, qui peuvent être indépendamment dans des pas de porte en centre-ville, etc. Donc il faut réimaginer la raison pour laquelle une enseigne irait dans un centre commercial plutôt que être, entre guillemets, indépendante en centre-ville, etc. Effectivement, la notion de lien social qu'on peut trouver en centre-ville, qu'on doit retrouver aussi dans les centres commerciaux, mais il faut qu'il y ait... peut-être une certaine compréhension aussi de ce qu'est un point de vente, mais de l'enseigne qu'il représente. Et le calendrier commercial d'une enseigne n'est pas forcément le même que celui d'un centre commercial, où là, il va réunir des enseignes de secteurs complètement différents et qui peuvent avoir, de par le secteur qu'ils représentent, un calendrier qui varie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte et qui doit probablement davantage se développer. Alors, on voit que vous êtes assez unanime sur les constats. Dans ce contexte-là, qui doit faire quoi ? Quel rôle pour les bailleurs ? Quel rôle pour les enseignes ? Quel rôle pour les investisseurs ? Quels seraient un petit peu vos bons conseils ? Allez, Antoine, sur le rôle de chacun. Le bailleur, il doit déjà tout mettre en œuvre pour permettre à ses enseignes de déployer leur stratégie d'omnicanalité. Tu le disais, leur offrir des endroits, des espaces pour leur permettre soit de mutualiser leur click and collect, pouvoir leur proposer des systèmes d'enlèvement en drive. Donc on doit être un facilitateur pour que ces enseignes puissent le déployer et leur fournir un maximum de data
sans avoir peur de fournir ces datas pour que ces enseignes puissent être le plus pertinentes possible sur leur marketing et sur la mutation de leur activité. Je pense que ça, c'est le point numéro 1. D'accord. Et puis ensuite, c'est mieux comprendre le business de chacun, mieux comprendre la structure du PNL d'un bailleur, d'un locataire, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre qui soit tenable pour les deux. C'est ça qui est important, parce que ce qui suscite potentiellement les crispations, c'est l'incompréhension du PNL de la personne qu'on a en face de soi. Entendu. Votre rôle dans pas cette révolution, mais dans cette évolution en tout cas, Sébastien? Je pense que ce point de bien comprendre le business du partenaire, c'est fondamental. Ça, c'est sûr. Et ça veut dire que c'est un peu une transformation du métier de certaines de nos équipes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que quand on dit on doit changer la relation, c'est comment on peut aider les commerçants. Aider les commerçants, ça peut être aller mettre en relation des commerçants indépendants qui cherchent un réseau de franchise, ou l'inverse. Nous, on travaille sur ces sujets-là en allant chercher des commerçants au niveau local pour les implanter dans nos centres commerciaux. Ça peut être aussi aider, mais sous une forme financière, certaines enseignes jeunes qui démarrent avec un lien capitalistique pour les aider à démarrer, à se développer dans nos centres et pour avoir justement cette harmonie. Donc, cette notion de partenariat, elle peut aller assez loin et effectivement, ça, ce sera assez nouveau. Alexandra, quel sera le rôle de votre fédération, de ses adhérents dans ce monde d'après, même si l'expression est un peu surusitée désormais? Le monde d'après, il est aussi sur l'évolution du consommateur. Il y a quelques années encore, il achetait un produit. Maintenant, il achète un usage. Donc, qui dit usage, dit pas forcément acheter le produit. Il y a de plus en plus, avec cette notion de RSE, la notion de deuxième vie des produits, les produits d'occasion, les produits de location. Donc, on ne va plus faire commerce de la même façon qu'on le faisait il y a quelques années. C'est dans les tuyaux, effectivement, mais là, je pense qu'avec la crise, ça va s'accélérer parce que les gens ont à nouveau besoin d'authenticité, de réassurance, à la fois par rapport aux produits qu'ils peuvent acheter, à l'usage qu'ils peuvent en faire et à l'environnement global dans lequel ils vont faire cet acte d'achat, de location ou du moins de répondre à l'usage qu'ils cherchent. Très bien. Et ça, vous aurez un rôle à jouer? Ça, on a un rôle à jouer, mais on doit jouer ce rôle aussi avec les centres parce que nous, c'est repositionner nos concepts, certes, mais si on travaille différemment, forcément, je dirais, l'environnement, la vitrine que nous offrent les centres commerciaux doit aussi se repenser avec cette philosophie-là et mieux communiquer là-dessus, mieux afficher, mieux faire passer les messages auprès des consommateurs qu'on est dans une nouvelle façon de consommer et qu'on est beaucoup plus en responsabilité qu'on pouvait l'être avant. Entendu. Alors j'ai une question qui vient de tomber, ou plutôt une réaction de la part de Clémentine, qui me dit finalement rien de nouveau sous le soleil malgré la crise, simplement une confirmation de ce qui a été fait depuis des années. Est-ce que vous validez cette réaction? Complètement. Antoine? Pour moi, il n'y a pas le monde d'avant, le monde d'après. Le Covid est un accélérateur de tendance. Il nous fait gagner ou perdre, ça dépend de quel côté on se place, peut-être 2-3 ans sur une évolution qui était de toute façon inéluctable. Très bien. Alors, vu que j'ai l'œil sur les questions, j'en prends une seconde. Alexandre qui nous demande, avec l'explosion du e-commerce, une baisse de la consommation et pour lutter contre l'artificialisation des sols, est-il encore nécessaire de créer de nouveaux mètres carrés de commerce en périphérie des villes? Alors, qui commence? Sébastien, peut-être, on fera peut-être un tour de table cette question. Non, mais vaste question. C'est une vaste question, mais il faut... C'est sûr qu'il y aura beaucoup moins de projets de création, on le voit bien. Il y a déjà, il faut relativiser la notion de densité commerciale dans notre pays. Elle est souvent comparée à d'autres pays et un peu à ce qui se passe outre-Atlantique. Il faut relativiser cette densité. Néanmoins, de toute façon, on le voit bien, aujourd'hui, il y a quand même tout un environnement entre la Convention citoyenne sur le climat avec les problématiques de non-artificialisation, le moratoire, etc. Il y aura de toute manière, là, il y aura un sujet. Il y aura un sujet. Après, attention, il faut notre métier, et on l'a dit, si on doit s'adapter et si on doit aussi changer notre mode de travail avec les enseignes, il faut qu'on continue de rénover nos centres. Donc voilà, pour pouvoir les rénover, il faut aussi les restructurer, il faut parfois les étendre, donc ça ne pourra pas être figé. On ne peut pas tout arrêter. Maintenant, voilà, il faudra probablement être dans certaines zones un peu plus raisonnables que ce qui a pu se passer par le passé. Mais attention, on ne peut pas figer les choses. On devra rénover l'ensemble de nos actifs. Alexandra et puis Antoine sur cette question des mètres carrés en périphérie des villes. Je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire sur les
ce qu'on appelle les centres-villes historiques, qui sont des mètres carrés qui existent déjà. On voit la difficulté de nombre de villes à arriver à animer, malgré les animateurs de centre-ville, malgré tout un tas de structures qui essayent de fédérer ces commerçants indépendants, qui sont souvent individualistes également. Donc là, je pense que les centres commerciaux qui ont un vrai savoir-faire, bien sûr, il faut se développer, etc., mais on peut retravailler l'offre existante. Et je pense qu'il y a là aussi ça a déjà été commencé, hein, mais peut-être une généralisation de transmission d'un savoir-faire sur des mètres carrés existants, notamment dans les centres-villes. Très bien. Antoine, des mètres carrés en périphérie. La question, c'est pas est-ce qu'il y a trop de mètres carrés ou pas assez de mètres carrés, parce que on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. La question, c'est est-ce que les mètres carrés sont adaptés justement à ce commerce de demain. Il y a des bons mètres carrés et des mauvais mètres carrés. Il y a les bons et les mauvais, forcément. Les mauvais, il faut peut-être parfois savoir y faire autre chose, parce qu'on a besoin de reconquérir des terres déjà artificialisées pour fabriquer la ville de demain. Ils serviront à ça. Et il faut permettre la restructuration. L'équipement commercial français, il est quand même globalement plutôt obsolète que vraiment à la pointe. Je vous rappelle qu'administrativement, un mètre carré de commerce ne se transfère pas. Donc, pour modifier, par exemple, une entrée de ville commerciale, il faut obtenir de nouveaux mètres carrés pour pouvoir détruire les anciens et transférer les activités. Donc attention aux raccourcis qui pourraient nous empêcher de transformer et de faire muter nos équipements commerciaux, ils en ont besoin. Et donc vous allez prendre place dans ce débat, évidemment, pour sensibiliser les décideurs à ces sujets ? Tout à fait. Oui, non, mais je milite pour que ce moratoire, je dirais pas ce que je pense sur l'aspect démocratique de la Convention citoyenne. C'est un autre débat qu'on aura. Du coup là, mais bon, j'ai une opinion. Non, mais il faut pas que ce moratoire. On avait déjà en fait un moratoire dans le cadre de la loi Elan. Hein, il faut pas l'oublier. Il faut pas que ce moratoire empêche la restructuration. Donc un moratoire, si vous voulez, mais permettez le transfert des mètres carrés pour qu'on puisse recomposer ces paysages commerciaux. Très bien. Une question qui ne vient pas des réseaux sociaux, mais qui vient de mes fiches, c'est concernant le télétravail. On en a assez peu parlé dans le rapport Kantar. Est-ce que l'évolution du télétravail, la hausse du télétravail peut, de façon un peu négative, influer sur les flux dans les centres commerciaux ? Sébastien, par exemple ? Oui, on le voit sur certaines activités. Alors après, il y a eu 2 périodes de confinement assez forte. Donc, il faudra le voir dans le temps. Je pense que sur certaines activités, oui, il y a un ajustement qui devra se faire. On le voit bien sur certains acteurs de la restauration. Je ne parle pas de la période actuelle, mais quand il y a eu la réouverture, certaines zones dans lesquelles il y avait une dimension tertiaire assez importante, évidemment, il y avait un impact sur des activités de restauration. Après, probablement que ça aura aussi un impact sur l'évolution de la fréquentation au sein d'une même semaine. Il y aura peut-être une répartition et une évolution du flux. Oui. Voilà. Après, de toute façon, on le disait tout à l'heure, le commerce physique demeure fondamental. Les Français aiment aller dans les lieux physiques, aiment aller dans les commerces, aiment aller essayer, aiment aller s'y retrouver. Donc voilà, les choses vont s'adapter avec le temps, y compris avec le télétravail. Antoine, Alexandra, sur le télétravail. Alexandra, peut-être ? Oui, je pense qu'en fait, ça met en lumière l'importance, mais on le savait déjà, de l'implantation. C'est-à-dire que nous, pour représenter des enseignes qui sont majoritairement en province, dans des petites villes, on s'aperçoit que, certes, elles ont souffert de la crise, mais probablement moins. Donc, probablement, ce sera des implantations différentes, de tailles différentes, avec un usage qui soit différent. Le fait du télétravail fait qu'il y a moins de concentration, aussi bien de déplacement, de flux et donc de consommation sur les grandes métropoles, et que donc il y a une réappropriation un peu des territoires, et donc des villes de moindre importance, avec une offre commerciale qui probablement quelquefois est un peu vieillissante, sera à accompagner, parce que c'est aussi là que la consommation va se déplacer. Alors qu'avant, il y a encore 5 ans, on prédisait la mort de tous ces commerces. Si on n'était pas dans les grandes villes, on n'avait pas d'avenir. Là, il y a un peu une inversion de la tendance, et qui, accentuée par le télétravail, déplace probablement le lieu du commerce. Un mot sur le télétravail, peut-être, Antoine ? Je ne crois pas 5 minutes au télétravail. Je pense que le télétravail fera long feu. Personne n'aime le télétravail, ni les entreprises, ni les collaborateurs. C'est le cas dans le groupe, dans le moi, groupe frais ? j'ai mis à part les personnes à risque, bien évidemment, et tout ça dans le respect des règles sanitaires, vous l'imaginez bien. Je n'ai
pas voulu généraliser le télétravail chez nous. Si on laisse les gens chez eux, à consommer depuis chez eux, travailler depuis chez eux, se sociabiliser depuis chez eux, on va transformer notre société en tube digestif sur pattes posé sur un canapé. Je suis pas certain que ce soit bien pour la préservation de l'espèce. J'y crois pas 5 minutes. Non, mais il peut y avoir une alternance. C'est-à-dire du tout au rien, il y a toujours un intermédiaire. Et cet intermédiaire aura quand même une influence sur l'évolution de la consommation. Tout à fait. Mais l'entreprise, ce que représente l'entreprise, c'est aussi une appartenance sociale. Absolument. On a besoin de se retrouver dans un lieu où on est tous ensemble au sein de l'entreprise. Oui. Donc on a dit que le commerce était mort, on voit qu'il l'est pas, qu'il le sera pas. On dit la même chose du bureau aujourd'hui. Je crois pas que le bureau va mourir non plus. Et on le voit, les équipes, elles ont envie de revenir. C'est vrai. Même sur un plan RH. Je dirais sur un plan RH, elles ont envie de revenir. L'importance qui a été la nôtre en tant que manager de continuer le lien avec les équipes pendant le premier et le deuxième confinement, c'était fondamental, mais elles ont vraiment envie de revenir. Et là, ça, il faut absolument le souligner. Bon, alors, puisque nous ne sommes pas en télétravail pour les prochaines minutes et qu'il nous en reste encore quelques-unes avant la fin de ce débat, on va peut-être faire un tour de table de prospective, de perspective sur le paysage des centres commerciaux demain. Si on se retrouve dans 1 siècle ou dans 5 siècles ou dans 10 siècles, à quoi ressemblera ce paysage? Qu'est-ce qui aura changé en France? Allez, on va commencer par Alexandra. Je vais laisser Sébastien se lance. Merci Alexandra. Et hop, ça s'appelle une passe. Absolument. Bon, là, Baptiste, vous parlez avec une vision extrêmement lointaine. C'est une question de journaliste, vous savez. Bien sûr, non, mais je pense que déjà, il faut qu'on s'attelle à ce qui se passe dans les prochaines années. On l'a dit, moi, je suis convaincu, et on l'a dit dès le démarrage, sur l'importance du commerce physique. Donc, on va continuer. Donc, dire que tous les centres commerciaux seront des centres avec que de la restauration, que du loisir, comme on peut le voir ailleurs, moi, j'y crois pas. Je pense que pour encore de bonnes années, il va falloir travailler des bons centres, continuer de pouvoir les rénover, ça c'est fondamental, avoir des mix merchandising qui sont pertinents, avoir juste l'offre qui est bien adaptée, en complément et en travaillant, on a vu tout à l'heure dans l'étude Kantar, la complémentarité et le fait d'être l'extension du centre-ville ou inversement. Donc ça va être des choses qui sont bien calibrées, bien organisées par rapport à la zone de chalandise, bien adaptées aux demandes des clients. Alors nous, on connaît bien un parc encore une fois de proximité, donc très adapté à la clientèle locale. Et encore une fois, avec le bon merchandising. Après, je pense qu'on va avoir besoin de renforcer toute la dimension service. Je pense que l'aspect serviciel, notamment toute la dimension santé, va prendre une part importante. Voilà, il faut que le centre commercial va devenir aussi un lieu où on se facilite la vie, où on gagne du temps. Donc, ces activités de santé auront du sens. Alors, ça a été dit tout à l'heure, ça peut être la pharmacie, ça peut être les aspects dentaires, etc. Je pense que voilà, on va évoluer vers le service. Moi, je ne crois pas à une transformation majeure et Big Bang en disant que tous les centres commerciaux vont devenir des parcs d'attractions. Pas du tout. Entendu. Alors, Alexandra, est-ce que je donne la parole à Antoine ou est-ce que vous la prenez? Non, oui. Un bon exemple, en fait, c'est la restructuration des gares, notamment, qui sont assez symboliques de l'importance du flux pour développer du commerce. Et la réflexion de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord, de la gare de Lyon, etc., montre bien que le centre commercial a tout son rôle à jouer, sans être du tout un parc d'attractions ni quoi que ce soit, mais vraiment un lieu où on va retrouver du commerce, du service, et qui est un moment de la vie du citoyen où il va pouvoir retrouver tout ce dont il a besoin. Et donc, le centre commercial, je trouve, joue pleinement ce rôle, notamment dans ce cas de figure-là. Antoine Frey, numéro de futurologie. Qu'est-ce que vous imaginez? Si je pouvais faire de la futurologie, je vous sortirais les 6 bons numéros du loto. On les prend aussi, on les prend aussi. Non, mais je les garde pour moi, ceux-là. Non, je pense que le centre commercial, dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 10 siècles, c'est un endroit qui offrira ce qu'un écran ne pourra jamais offrir. Donc, on l'a dit, l'expérience, la praticité, l'immédiateté d'accès aux produits. Parce que encore plus rapide qu'Amazon, même en prime, il y a le commerce physique. Moi, je vous soumets une réflexion. Imaginez un monde dans lequel, depuis très longtemps, la seule façon de commercer soit Amazon. Et qu'on voit arriver un nouvel entrant comme ça, qui crée un lieu d'expérience incroyable où on peut toucher la marchandise, discuter avec des gens, interagir. Mais on aurait les chocottes de cette nouvelle concurrence. Donc, moi, je suis excessivement confiant parce qu'on a une industrie avec des parties prenantes, les fédérations, les bailleurs, les enseignes, les commerçants indépendants ou succursalistes ou grandes enseignes, petites enseignes. Tout ça, ce sont des trésors d'ingéniosité, d'énergie. On l'a vu là, on le voit en ce moment. Donc ça me rend très confiant.
Très bien. Allez, il nous reste 5 minutes. On va prendre 2 questions des internautes. Une première sur le télétravail, coworking justement. Pourquoi ne pas installer des centres de télétravail dans les ensembles de commerce? Est-ce que c'est dans vos cartons messieurs? Alors, écoutez, nous, c'est pas dans nos cartons. Ça peut faire partie des pistes de réflexion. Pourquoi pas? Alors, on a vu, moi je connais bien l'expérience des gares où on avait à l'époque installé des premiers centres d'affaires, mais on est dans des lieux différents. On est dans les lieux de transit. Donc, on se pose, on s'arrête. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ça peut faire partie de l'offre de service, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, faut pas se voiler la face. Nos centres commerciaux, alors après, ça dépend peut-être aussi, encore une fois, de l'implantation de certains centres. Quand on est dans des zones très urbaines, à dimension tertiaire, effectivement, très importante, pourquoi pas? Sur des centres commerciaux plus de périphérie, il peut peut-être y avoir des petites zones dédiées à une rencontre et pour travailler à plusieurs. Voilà, maintenant, je pense pas que les centres commerciaux vont devenir des zones de coworking de façon considérable. Antoine, dans les retail parks, des centres de coworking, c'est... Même réflexion, pas de centre de coworking à part entière, mais au final, que ce soit dans un centre commercial ou un retail park, une belle place food, bien organisée, sympa, avec des terrasses sympas, c'est un lieu de coworking où on a envie d'aller, se prendre son laptop et puis travailler un peu. Une question d'Étienne, elle sera peut-être pour Alexandra. Les villes moyennes sont-elles le modèle de la ville de demain pour le commerce? Vaste question. Je ne pense pas qu'il y ait qu'un seul modèle. De toute façon, la population française, elle est plurielle, donc le commerce sera pluriel et les implantations le seront également. Donc, honnêtement, je me risquerais pas à faire un pronostic. Il y a 5 ans, on ne parlait que des ultra-mégapoles. Maintenant, on commence à reparler de territoires plus ruraux. Je serais incapable de vous dire, honnêtement. Très bien. Eh bien, alors, on va terminer cette émission avec un dernier tour de table. Vous savez que c'est la période des fêtes, c'est bientôt Noël. Si vous aviez une demande à faire à nos pouvoirs publics qui sont sollicités en ce moment, laquelle serait-elle, Sébastien? Tout en respectant les règles sanitaires, réouvrir les bars et les restaurants. Ouais, c'est une urgence absolue oui. Pour ce secteur-là. Très bien. Alexandra? Mieux comprendre le commerce. Mieux comprendre le commerce dans sa dimension sociétale et économique surtout. Parfait. Et enfin, Antoine? Nous foutre la paix, nous laisser travailler. Ce qui revient au même. Voilà, exactement. Je ne sais pas si ça tiendra dans la haute du Père Noël, mais en tout cas, le message est percé. Merci à tous les 3 pour votre venue sur un plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis nous, on reprend ce débat dans 5 minutes avec 3 de nos invités, Emmanuel Leroc, Véronique Discours-Buot et Anne-Sophie Sancerre. À tout de suite. Troisième et dernière partie de ce temps d'échange du siècle live autour de l'avenir des centres commerciaux avec à nouveau 3 invités que j'accueille sur ce plateau. Tout d'abord, Véronique Discours-Buot, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Bienvenue parmi nous. À votre gauche, Emmanuel Leroc, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du Procos, je vais bien le prononcer. Et enfin, en face de vous, Anne-Sophie Sancerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale Centres commerciaux France chez Unibail-Rodamco Westfield. Bienvenue. Alors, même question qu'à vos confrères et consoeurs tout à l'heure. Parmi les constats relevés dans le rapport Kanter qu'on a présenté en début d'émission, voilà. Quelle serait peut-être le constat ou la tendance qui retient le plus votre attention, comme par exemple parmi l'opposition centre-ville, centres commerciaux ou les liaisons entre bailleurs et enseignes? Voilà. Est-ce qu'il y a un des sujets qui vous a particulièrement intéressé? Et on va commencer par Véronique. Oui, alors moi, effectivement, c'est le fait de ne pas opposer centres commerciaux et centres-villes. Alors, c'est vrai, je pense que c'est vrai et qu'il va falloir s'y atteler parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a un vrai travail à faire. Et dans ce qui a été évoqué, ça a été un travail évoqué entre les bailleurs et les commerçants. Je crois qu'il va falloir aller chercher un interlocuteur supplémentaire. Ce serait les élus ? Qui sont les communautés de communes, les régions. Parce qu'en fait, le flux de clientèle, si on ne veut pas qu'il y ait d'opposition, il va falloir quand même que le flux de clientèle se fasse et que, plutôt que de s'opposer, elle se complète. Donc, il y a un travail général à mettre en œuvre pour constituer les bonnes équipes dans les centres commerciaux. Je parle d'équipes de commerce. Bien sûr. Les bonnes équipes dans les centres-villes et qu'ils se répondent plutôt que de se faire la guerre. Donc là, il y a un travail important, mais néanmoins captivant, intéressant et prometteur sur ce sujet. Et puis le deuxième point, moi, c'est effectivement de ne pas opposer le digital au physique. Et clairement, je crois que cette
crise nous a obligés notamment les petits commerçants à s'attaquer au digital. Il faut qu'on continue, même lorsque cette crise sera passée, parce que l'avenir des commerces physiques passera par le digital. Là encore, ce sont des choses complémentaires qu'il va falloir faire jouer. Très bien. Emmanuel, même question. La tendance qui a retenu le plus votre intérêt? Moi, en fait, je ne sais pas si c'est une tendance, mais un des sujets vitaux pour tout ça, il y a deux sujets. Il y a la problématique de l'importance du commerce physique. Je pense que on radote là-dessus, mais c'est vrai qu'on parle que de digital et en fait, on rappelle tous les jours l'importance du commerce physique et on se voit bien que encore plus en confinement, on se rend compte que c'est incontournable. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Oui, on se bat pour que les commerces rouvrent. Oui, et puis on voit qu'on ne sait pas faire sans, surtout. Ouais. En fait, c'est un peu, on ne sait pas faire sans, évidemment, dans le lien humain, mais on ne sait pas faire sans non plus sur un plan opérationnel d'accès aux produits. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça nous donne du temps, on va dire, en tout cas, pour travailler. Et ça nous donne du temps pour travailler ensemble. Je pense qu'un des sujets... Enfin, moi, le sujet, et c'est vrai que c'est quand même toujours le sujet qui me passionne le plus, c'est de savoir si les bailleurs et les preneurs peuvent demain travailler mieux dans chaque lieu, parce qu'en fait, on dit beaucoup de généralité. En réalité, tous ces aspects-là, elles ont toujours des réponses locales. En fait, on peut pas dire il y a des grands, des petits, etc. On est dans des territoires, et le sujet de fond pour nous, c'est le commerce et le territoire. En fait, c'est la réalité du fait qu'on doit avoir des réflexions, des mises en œuvre qui tiennent compte du fait que notre action, elle est dans le territoire, et que notre ennemi, c'est d'enlever cette relation au territoire et commerce. En fait, donc c'est là-dessus que je pense qu'on doit focaliser nos attentions dans les mois à venir. Très bien. Même question Anne-Sophie Sancerre, le sujet qui a retenu votre attention. Pour moi, et pour venir un peu en complémentarité aussi de ce qui a été dit, c'est que le commerce, c'est la vie. Et c'est vraiment le constat, je trouve, de cette période de crise avec l'afflux de clients qui reviennent dans les centres. Alors, je sais que c'est risqué de le dire, mais de dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont revenus. C'est une grande satisfaction pour nous tous, commerçants et bailleurs. Quand vous dites ça, c'est que les chiffres des rouvertures là sont bons. Oui, les chiffres de rouverture sont bons. Évidemment qu'on préférerait. On n'est pas au niveau de l'année dernière, et surtout là, on a l'impact du Black Friday sur ce confinement-là qui impacte fortement. Mais sur nos sites, du moins, étant donné que les volumes sont très importants, quoi qu'il en soit, comme on a des grands centres de flux, malgré le fait qu'on soit sous le volume de l'année dernière, on est quand même sur des volumes très très conséquents et très encourageants. Et effectivement, cette complémentarité commerce physique, commerce digital, et finalement, ça ne fait plus qu'un. Le commerce physique et le commerce digital ne doivent faire plus qu'un. La deuxième chose que j'ai retenue, qui m'a semblé très importante, c'est cette tendance sur la multiplicité des expériences dans le lieu du centre commercial, où le client il vient pour plein d'expériences différentes et pour goûter, toucher le produit et pour vivre quelque chose ensemble et pas seulement le simple acte d'achat commercial. Très bien. Alors, je ne vais pas vous demander quand on va sortir de la crise, parce que personne ne le sait vraiment, mais alors comment on va sortir de la crise et quel sera le rôle de chacun dans cette sortie de crise? Alors, on va peut-être rester avec Anne-Sophie sur ce point. Comment on va sortir de la crise? Je suis d'accord avec ce que disait Emmanuel. Je pense qu'il va falloir se faire plus confiance entre preneurs et bailleurs et tester des choses ensemble. Cette crise a permis déjà de travailler beaucoup plus main dans la main. On avait un objectif commun et on a prouvé qu'on arrivait à faire plein de choses ensemble quand on est complètement aligné derrière un objectif commun. Les bailleurs et nous, chez Unibail Rodamco Westfield, on a mis beaucoup de choses en œuvre, des drives voitures, des drives piétons, des prises de rendez-vous, des coupes-fils, enfin plein de choses. Et finalement, en fait, les preneurs ont répondu présents à toutes ces tentatives qu'on avait tenté d'initier avant et qui n'avaient pas eu autant de résonance parce qu'ils testent, ils se disent comment je fais en sorte de faire plus de chiffre d'affaires. Et évidemment, les bailleurs sont là pour pousser, pour aider les preneurs à faire le plus de chiffre d'affaires possible. Donc c'est vraiment se parler et tester des choses, se faire confiance sur le test. Ce sera pas, il faut effectivement échanger des données. Il faut parfois on n'y arrivera pas, mais tester des choses ensemble pour le bénéfice de nos preneurs, pour qu'ils fassent le plus de chiffre d'affaires possible dans nos centres
et en ligne. Jouer collectif. Voilà, jouer collectif, exactement. Même question peut-être, Véronique, comment sortir de la crise? Oui, alors qu'est-ce qu'en pensent vos adhérents? De côté de nos adhérents, je crois qu'il va falloir redonner de la valeur à la présence en centre commercial. Je m'explique là-dessus. Je pense que aujourd'hui, ce qui manque dans les centres commerciaux, c'est le petit supplément d'âme. Le fait que on remette très certainement le client au centre de nos préoccupations pour se demander ce qu'il fait venir. Aujourd'hui, on s'est contenté un petit peu trop souvent de juxtaposer certaines grosses enseignes sous un même toit en se disant ça va bien faire venir le client. C'est vrai jusqu'à une certaine limite. Il va falloir leur donner le plaisir de venir. Pas juste l'obligation ou la nécessité, mais le plaisir d'y passer du temps, de découvrir de nouvelles enseignes, d'avoir un parcours au sein de ces centres commerciaux et de proposer probablement des services complémentaires. Ça a été évoqué tout à l'heure, que ce soit effectivement des médecins, des dentistes, ce qu'on veut, mais pourquoi pas des salles de sport. Je pense que demain, il faudrait qu'on aille au centre commercial en disant je fais quoi cet après-midi? Je vais au centre commercial pour passer un bon moment, pour partager. Et on n'a pas d'identité. On arrive dans un centre commercial et très souvent, il nous manque cette identité générale. On a des boutiques côte à côte que d'abord on déplace. On ne trouve pas. Tiens, elles sont montées d'un étage, elles ont disparu, sans une logique apparente. Et je crois qu'on a un gros travail là-dessus pour apporter du service, du plaisir, de la cohérence et du lien social à l'intérieur de ces centres commerciaux de demain. Ça fait un peu le lien avec aussi l'approche marketing dont parlait Christophe en présentation. C'est d'avoir une image un peu globale du centre. Emmanuel, même question. Comment sortir de la crise? Quel est votre remède? Je ne sais pas si on a un remède, mais on est quand même un peu obligé de se pas. Ça me fait rire parce que j'ai promis tout à l'heure de faire rire et ce sujet va pas faire rire. En fait, il vous reste encore 20 minutes pour nous faire rire, donc prenez cette minute-là et puis après on verra. En fait, on a quand même deux étapes. On a cette crise et puis on a après la crise. Et on a des inconnus devant nous. Notre problème, c'est l'incertitude. C'est-à-dire que l'incertitude qu'on a, elle est sanitaire, malheureusement. Alors on répète toujours ça, mais on a en ce moment un problème de confiance chez le consommateur, un problème d'absence de vision d'avenir global, sociétal. Et donc, du coup, on a quand même deux scénarios, malheureusement. Un scénario positif qui est de dire on a retrouvé les magasins, on les a réouverts, etc. Essayons de réouvrir les restaurants. Et puis on est capable de gérer la crise sanitaire et tout se passe bien. Et disant que là, on est revenu dans des situations d'une certaine normalité, même si on sait que ça va être, à mon sens, quand même plus complexe dans les métropoles que dans les villes moyennes pour des raisons quand même d'habitude de télétravail, même si peut-être que Antoine... Peut-être même d'inquiétude à aller dans des lieux... Oui, alors toutes ces choses cumulées, Antoine a peut-être raison, peut-être que l'homme oublie, et donc peut-être que dans 2 ans, on aura tout oublié et tout le monde aura repris une vie, on va dire normale, c'est-à-dire sans penser à ce qu'on vient de vivre, mais c'est sûr que le télétravail ne sera pas non plus revenu à zéro, donc il y a des échelles de temps qui vont faire que, en fonction du fait qu'on est dans des grandes villes, dans les plus petites, dans des gares, etc., il y aura des conséquences de court terme plus importantes. Les flux ont été hyper massacrés, quand même. Il y a quand même beaucoup de sujets autour de ça. La crainte de la densité, la crainte des transports en commun, et un sujet qui peut être beaucoup plus anxiogène pour nous tous, qui serait qu'on ne sache pas gérer cette crise et qu'on se reconfine plus ou moins au premier trimestre. Et là, on repart pour un an de galère. Et donc ça c'est le sujet. Pour moi, le premier sujet, en fait, qu'on doit tous, sur lequel on doit être tous concentrés, c'est de sauver le commerce physique à court terme. C'est-à-dire que le sujet des lieux de commerce seront beaucoup plus difficiles à transformer et à relancer s'ils ont fait l'objet d'énormément de fermetures, etc. Donc ça c'est ce qu'on a devant nous. Il va falloir être très flexible et surtout très réactif. Alors il y a l'État, on est même ensemble parfois pour défendre un certain nombre de positions à l'État. Il y a la relation bailleur-preneur parce que le loyer est un des coûts et une des difficultés, et on sait très bien qu'il y a une partie des activités qui ne feront pas 100% de leur chiffre d'affaires dans les 2 mois qui viennent, les 6 mois qui viennent, etc. Ça, c'est une difficulté pour tout le monde. Je ne dis pas c'est la responsabilité de l'un ou l'autre, c'est une difficulté pour tout le monde. Et même dans cette galère, il va falloir partager
on parlait de partage de la valeur tout à l'heure, il va falloir qu'on partage les emmerdements. Donc, et ensuite, une fois qu'on a dit ça, plus il y aura de survivants, mieux on travaillera ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Et par rapport à tout ça, il y a un côté un peu idyllique, c'est qu'on soit capable de mettre à plat les choses pour voir ce qu'on devrait faire ensemble pour que, lieu par lieu, on réponde mieux aux attentes des clients, des gens, et qu'ils aient envie de revenir, qu'ils aient plaisir à être là. Et je pense qu'on n'a pas assez d'humains, en fait, dans les centres co. Enfin, dans les centres co. Et on n'a pas assez d'humains dans les magasins, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'humains dans les magasins, mais on ne donne pas assez de latitude au local pour qu'ils répondent à des problématiques locales. Et de la même manière, dans les centres co, je pense qu'il n'y a pas assez de latitude pour redonner de l'intelligence humaine, pour que cette logique de proximité, alors on parlait tout à l'heure de relation au centre-ville, relation au territoire, qu'on ne soit pas vu. Moi, ce qui me choque toujours, c'est qu'on parle, quand on parle dans le débat public national du commerce, notamment du grand commerce, on en parle toujours mal. Comme si c'était l'ennemi des territoires, comme si c'était l'ennemi des gens. On parle toujours de sauver l'aéronautique. Qui est-ce qui parle de sauver Yves Rocher? Qui est-ce qui parle de sauver Decathlon, etc. Personne. Pourtant, c'est des boîtes internationales, des leaders. Et appréciés des Français. Et donc, dans notre travail commun, puisqu'on a un travail commun qui est celui de défendre un modèle omnicanal versus des pure players, en fait, pour être cash, en gros, la problématique, c'est qu'on ne travaille pas assez dans l'image que nous donnons collectivement dans les territoires pour que les gens aiment en fait ces sites, qu'ils aiment ces sites dans leur multi-composantes, c'est-à-dire à la fois les enseignes, les grands, les petits, et puis le centre commercial lui-même. Et ça, en plus, c'est caricatural ce que je dis parce que c'est partiellement faux. Il y a des endroits où les gens aiment beaucoup leur centre co. Mais justement, il faut construire ça. Et en termes national, c'est une catastrophe. Je veux dire, en termes national, on est plus toujours montré du doigt en disant comment faire pour qu'ils arrêtent plutôt que comment faire pour qu'ils aient plus d'actions positives sur les territoires. On doit se poser la question. J'en reçois plusieurs questions sur le moral des troupes. Alors, je vais peut-être commencer par Anne-Sophie, avec une question de Philippe qui me dit: est-ce possible de rester optimiste quand on travaille pour une eBay, numéro 1 mondial des centres commerciaux? Vous allez nous dire que oui. Évidemment. Non, mais justement, moi, le grand optimisme, je le tire de ce retour des clients dans les centres et de cette volonté de se retrouver ensemble. Là, j'ai passé depuis samedi toutes mes journées dans différents centres commerciaux. Vous faites une exception aujourd'hui. Voilà. Le sourire dans les yeux des gens, puisque c'est plus sur les lèvres qu'on les voit. C'est génial de voir ces gens qui sont heureux de se retrouver, qui sont déçus de ne pas pouvoir s'asseoir à la table d'un restaurant pour partager un bon moment. Et justement, je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est le centre commercial, ça doit être un lieu chaleureux, généreux, où il y a cette notion de plaisir dont on parlait. Voilà, cette notion de plaisir. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire transparaître. On en a rénové beaucoup, donc j'espère que ça quand même qu'il y a ça qui se dégage. Quand on fait des zones de restauration, on essaye de donner ce supplément d'âme pour que les gens justement viennent passer un bon moment. Et on est plébiscité. Les gens viennent et aiment venir chez nous. Très bien. Le moral des troupes chez les franchisés. Comment le résumer? Le groupe va mieux depuis la réouverture de la majorité de nos commerces. Néanmoins, il reste nombreux restaurateurs, salles de sport, qu'on oublie aussi, qui sont fermées, pour lesquels c'est très, très compliqué. Alors, effectivement, les commerçants sont des gens résilients, mais là, c'est une année totalement inédite pour eux. Il y aura forcément des gens qui ne réouvriront pas sur 2021, donc ça va être difficile. Le commerce, c'est la vie, le commerce, c'est rebondir, le commerce est résilient, donc on reste optimiste. Vous n'avez pas le choix d'être on n'a pas le choix. La bonne nouvelle, s'il peut y en avoir une dans cette crise, c'est que je crois que la population et le gouvernement a pris conscience, et ce que disait Emmanuel est vrai, de l'existence et de l'importance du commerce. Et si j'ai un vœu, j'espère que ça continuera. Très bien. On le souhaite en tout cas pour vos adhérents notamment. Alors j'ai une question, qui est peut-être plutôt liée à nos échanges d'avant, mais je vais vous la poser à tous les trois. Vous êtes ici. Pourquoi ne pas construire de vrais quartiers de vie avec de l'habitation autour des centres commerciaux? C'est une idée. Emmanuel, cette question est pour vous. Non, pas du tout. Je pense que
la réponse, elle est encore une fois fonction des situations. C'est-à-dire que c'est pas possible de dire on va le faire partout. Moi, j'ai toujours peur de généralité. Donc, il y a des endroits. Je vais vous dire, en 2007, j'ai pris la direction de Bouygues Immobilier Commerce parce que je croyais à ça. En 2007, j'étais un peu en avance, je crois. Donc, je suis revenu dans le monde des enseignes, mais je crois qu'on y est aujourd'hui. On y est très clairement. C'est-à-dire que, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut. Quand on a conçu des centres commerciaux il y a quelques années, on les avait refermés sur eux-mêmes parce que c'était une entité en propre. Et ça, on voit que c'est une erreur en fait. Il faut ouvrir ces centres commerciaux sur la vie du territoire. Sinon, on est en dehors du territoire. On ne peut pas dire qu'on s'intéresse au territoire quand on lui tourne le dos. Donc après, c'est lié à la proximité de l'urbain. Moi, je vais être à l'inverse caricatural. A-t-on envie, quand on est dans une ville où il n'y a pas de tension sur le logement, d'aller habiter dans une tour sur un parking de centre commercial? Certainement pas. Donc là aussi, il ne faut pas confondre la situation des villes moyennes. Moi, j'ai toujours très peur des réflexions nationales qui se transcrivent en normes et qui voudraient s'appliquer partout. En fait, l'intelligence, c'est de faire des choses qui correspondent à la vie des gens dans chacun des territoires, dans la densité, dans la proximité. Et donc, on peut pas dire oui, potentiellement, c'est possible. On parle beaucoup de mixité. Il y a aussi beaucoup de difficultés à faire vivre en même temps des entreprises, des commerces de grande taille avec le logement. C'est des nuisances, donc on peut pas raconter des histoires. Moi, je crois que quand on travaille sur un projet, il faut se dire est-ce que j'aurais envie d'y habiter moi-même? Et si la réponse est non, il faut se poser des questions. Très bien. Je n'apprendrai à personne qu'il y a des discussions en ce moment sur ce rapport entre bailleurs et enseignes sur les loyers. On a une question qui est transmise par mon collègue Aurélien au sujet de MyTraffic, qui est d'ailleurs un invité qu'on recevra tout à l'heure dans le live, qui propose lui d'intégrer les flux piétons au calcul des loyers. Est-ce que c'est une idée qui vous plaît, peut-être Anne-Sophie? Est-ce que ça pourrait être un sujet? Tout est lié finalement, parce que le flux piéton permet de générer l'acte d'achat instantané et éventuellement l'acte d'achat plus tard aussi. Donc c'est l'accès pour le commerçant à son client potentiel. Et du coup, effectivement, c'est un indicateur important, intéressant, qui doit être travaillé. Quand on parle d'échanger les données, de mieux savoir ce qui se passe au sein des centres, de mieux savoir en face l'impact d'un client qui serait venu dans le centre, est-ce que derrière, ça a déclenché cet acte d'achat a posteriori? C'est effectivement des sujets intéressants sur lesquels on doit se pencher. Mais toute la valeur qu'on a dans nos centres et toute la valeur pour le commerçant, c'est bien ce client. Donc, de mieux comprendre quel est son parcours d'achat et derrière, quel sera son comportement après sa venue au centre commercial, après son entrée dans le commerce et dans le magasin, effectivement, est très important. Même question, peut-être une réaction, Véronique, Emmanuel, intégrer comme ça des données concrètes, mesurées dans le calcul des loyers, ça peut être une idée. Moi, je vais être très pratico-pratique. Je vais aller plus loin et ça part d'un constat probablement très parisien, mais il faudrait intégrer le prix des parkings aux centres commerciaux. Je sais que c'est un sujet qu'on avait évoqué ensemble. C'est un sujet extrêmement important. Moi, pour ma part, je connais très bien les 4 temps. Je trouve effectivement que le prix du parking est totalement rédhibitoire. Si vous souhaitez accueillir un public qui va faire des courses dans un nombre de magasins conséquent, donc repartir chargé, donc fatalement pour une bonne part d'entre eux venir en voiture, il faut s'interroger sur l'accessibilité tarifaire des parkings. Et là, je pense effectivement que c'est un problème pour certains centres commerciaux. Très bien. Emmanuel, indexer les loyers sur les flux ou sur ce type de données, ça peut être une façon différente de travailler. En tout cas, je pense que la question qu'on va avoir, et je pense que tout à l'heure Antoine Frel l'a dit, c'est quelle est la bonne répartition? En fait, quand on est commerçant, on crée de la valeur. Enfin, la logique du travail en commun, ça doit être de créer de la valeur. Ça, c'est la première chose. Et pas de se partager un gâteau qui décroît. Donc, c'est comment on fait pour créer de la valeur. Et une fois que c'est le cas, est-ce que la répartition de cette valeur est équitable par rapport à l'apport de chacun? En fait, la notion de flux, elle veut pas dire la même chose partout. Elle veut pas dire la même. Dans une gare, c'est un certain type de flux, un passage tous les jours, etc. C'est pas parce que vous avez des millions de gens qui passent devant chez vous qu'ils vont acheter chez vous. Donc, quand on se parle de flux, déjà, on se parle de volume et après, on se parle de qualité. Et donc ça, c'est déjà deux notions.
Un bail qui voudrait uniquement indexer les évolutions du loyer sur les flux, je pense qu'on verrait quelques effets collatéraux qu'on regretterait demain. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est sûr, c'est qu'il faut qu'on réinvente, et c'est très compliqué, notamment côté foncière évidemment, puisque la notion des valeurs d'actifs sont appuyées sur une manière de raisonner, sur des flux financiers stables dans le temps, etc. Il faut qu'on réinvente le lien entre l'activité réelle du commerce et les coûts immobiliers. On va y être contraint de toute manière. Je veux dire que... Et après, effectivement, il y a un sujet qui est très complexe, sur lequel moi-même j'ai pas de choses bien arrêtées. C'est si le magasin est un outil de travail pour le commerçant, en fait, par opposition à des bureaux dont tout le monde a le même usage, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et que donc il y a un lien entre l'activité et la réalité de ce qu'on paye, il faut voir comment on peut intégrer les autres fonctions du magasin, ses fonctions logistiques, ses fonctions de communication. Et c'est une tâche extrêmement complexe. Donc, je pense que la problématique, elle est extrêmement forte. Il y a deux sujets. Il faudra faire baisser le coût de l'immobilier dans le modèle économique du commerce. Enfin, on n'y échappera pas. De toute manière, même si le modèle est omnicanal, il y a d'autres manières de faire du chiffre d'affaires. Et donc, comme on peut pas l'attribuer à 100%, et encore moins faire le lien, de toute façon, à un moment donné, il faudra baisser cette problématique. Et c'est complexe, puisqu'on est dans un monde où la norme augmente le coût. Il augmente le coût de construction, il augmente donc les problématiques de fiscalité sur lesquelles on doit travailler ensemble pour que l'État et les collectivités arrêtent d'avoir comme cible les gens qui sont physiquement sur leur territoire. Et puis, sur les loyers, c'est clair qu'il faudra apporter plus de variabilité. On peut pas considérer, et là ça a été un exemple énorme en fait, cette crise, que personne n'avait pu voir venir, on peut pas considérer que quoi qu'il arrive, un commerçant doive payer son loyer alors même qu'il fait pas de chiffre ou que son chiffre fait moins 20 ou moins 30. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc de toute manière, l'immobilier ne pourra pas être considéré comme un placement sans aucun risque dans les années, et il est pas sans risque aujourd'hui, mais en tout cas cette notion de chiffre d'affaires adapté, si on ne le fait pas, on aura de la casse régulière en fait, on n'arrivera jamais à s'en sortir. C'est pas facile le sujet. Très bien. Je me permets juste de rebondir sur les 4 temps, étant donné qu'on a la grande chance que ce soit dans notre patrimoine. Le prix du parking ? Le prix les parkings ne nous appartiennent pas malheureusement. Et donc en fait, on négocie une politique tarifaire si vous avez la carte de fidélité. Le prix baisse, mais ce n'est pas nos parkings, donc on n'a pas la main dessus. Bon, le message est passé aux gens qui nous regardent. Voilà, la carte de ça permet carte de feed. Là où tu as raison de dire ça, c'est on comprend le modèle. Exactement le même sujet dans les centres-villes. Dans les centres-villes, en fait, aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que l'accès n'est pas un problème. L'accès est un problème. Tous les irritants sont des problèmes. Donc ça pose un problème notamment sur les régies de parking. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la même réponse dans un certain nombre de villes en disant on a signé un contrat avec tel ou tel opérateur, avec tel ou tel tarif. En fait, il faut arrêter de faire ça. C'est-à-dire que soit le parking, il sert à une vocation commerciale et il faut que dans les concessions, ce soit anticipé au départ, soit on aura de la casse tout le temps. Donc, c'est un vrai sujet. On a beaucoup parlé dans cet échange de travailler ensemble pour défendre le commerce dans les prochaines semaines. Quel sera votre rôle à chacun dans cette défense collective ? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Quels seront vos enjeux prioritaires dans les prochaines semaines ? Allez, on commence sur ma gauche. Je crois, et Emmanuel pourra le dire, que cette crise nous a au moins permis entre fédérations de beaucoup mieux communiquer, de travailler ensemble sur des sujets conjoints, communs, de travailler aussi avec les pouvoirs publics. Ça, je le souligne, et j'aimerais aussi que ça puisse continuer en dehors de la crise, qu'on ne concentre pas le dialogue entre une fédération et le gouvernement, mais qu'on reste avec ce dialogue pluriel qui a été extrêmement riche. Le commerce est quelque chose de pluriel, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de différences entre un franchisé, entre une succursale, entre les différents franchisés eux-mêmes qui recouvrent 90 secteurs d'activité. Il faut donner la parole à l'ensemble des fédérations pour ouvrir ce dialogue et trouver en fait des solutions ensemble. Souvent, on prend le biais de se dire que dialoguer à deux, c'est plus simple pour trouver un consensus. C'est vrai, mais on arrive très rarement à un bon consensus. On oublie un peu les camarades au passage. Voilà. Donc, je pense que ça a été la vertu, et en ce qui me concerne, je vais essayer de continuer dans ce sens-là, à travailler collectivement. Emmanuel Orrock, votre chantier prioritaire pour les semaines qui s'ouvrent ?
Alors je pense que, comme Véronique, je pense que la période qui vient de se passer a été une bonne expérience pour ça, sur les sujets. Alors, je vais prendre le cas qui était un peu différent, mais d'être capable, même si c'est ubuesque sur le fond, de trouver un accord entre les grands commerçants, les petits commerçants et Amazon pour repousser le Black Friday, je veux dire que c'est un truc... Enfin, c'est juste, mais pour ouvrir les magasins, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas pour repousser le Black Friday. Donc non, c'est la finalité. Donc, on voit bien que quand on a du bon sens, qu'on est capable de comprendre les autres et qu'on est capable de pousser dans le même sens et de prendre des risques, parce qu'honnêtement, si jamais on avait repoussé le Black Friday et qu'on n'avait pas ouvert les magasins, nous, on s'en prenait plein la tête. C'est clair. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, côté bailleur, là aussi, la deuxième confinement a été une meilleure expérience que la première. La première, c'était une bataille de chiffonniers à laquelle on a participé tous les deux de manière stérile, des mois et des semaines et des semaines pour arriver à rien du tout et honnêtement d'une frustration absolue. Et là, je me suis dit, eh bien voilà comment on est dans une filière idiote en fait, c'est-à-dire qu'on est face à un truc jamais connu. Bon. Ce qu'on a trouvé comme formule jusque-là, on a été capable de, ensemble, avec beaucoup de fédérations de bailleurs, de convaincre le gouvernement, même si la solution retenue est pas si simple et complexe et pas géniale, mais en tout cas de manière beaucoup plus intelligente. Et ça montre bien que quand on est dans le corner, on est capable de s'écouter et de s'entendre. Il faut qu'on arrive à prouver qu'on est capable de le faire quand on n'est pas dans le corner. Et ça, c'est un challenge, à mon avis, qui est pas gagné. Donc il faut absolument, parce que tout le monde a ses contraintes, la pression financière est énorme, en fait, pour prendre... la pression financière est énorme. Et donc, par rapport à ça, si on n'arrive pas à sortir de ce corner-là, en fait, on vivra par cycle ce type de tension et on s'en sortira. On parlait de transparence tout à l'heure. La transparence... En fait, moi, je parlerais de confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas et qu'on soit que à se parler des choses qui sont de la tension. On n'arrivera à travailler ensemble que si on a réglé les problèmes de tension. Donc, il faut qu'on arrive à travailler sur tout ça. Très bien. Anne-Sophie, vos projets, vos chantiers prioritaires pour les prochaines semaines? Effectivement, aller ensemble faire entendre le fait que le commerce, c'est la vie. Il y a eu cette prise de conscience. Nos clients ont demandé aussi cette réouverture. On a été très appuyés localement dans chacune des villes dans lesquelles tous les centres commerciaux notamment, mais tous les commerces étaient. Et on était très peu considérés. Et je pense qu'ensemble, bailleurs, parce que on est dépendants les uns des autres, et preneurs, aller se faire entendre en disant on a des besoins aussi, il faut qu'on soit considérés. On est une source d'emploi colossale pour notre pays et on est une filière qui est en amont et en aval est aussi colossale. Si jamais nos commerçants meurent, c'est tout un pan de l'économie. Oui, personne n'a intérêt à... Voilà. Et premier confinement, on n'a pas su se fédérer pour aller se faire entendre ensemble. Le deuxième, on a été beaucoup plus fort et il faut continuer dans ce sens-là. Donc ça, c'est par rapport à l'extérieur. Et effectivement, après, dans les relations directes bailleurs-preneurs, c'est effectivement se faire confiance pour mieux se comprendre. Et on a un but ultime commun qui est le fait de faire en sorte que nos preneurs fassent le plus de chiffre d'affaires possible parce que c'est ça qui nous fait vivre aussi. Donc c'est comment trouver les solutions pour qu'ils fassent le plus de chiffre d'affaires et le plus de marge possible. Parfait. C'est l'heure de la sonnerie finale de cette émission. Je vous remercie tous les trois pour votre venue sur ce plateau, pour vos expertises. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission, qui l'a réalisée. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines émissions du Siècle Live ou de BITV. Au revoir.